Skretting, Bioma, Guesan, Topfit et sans oublier Blue Grand sont des aliments importés qu'on trouve dans la plupart des pays d'Afrique du Sud et du Sahara. Ce sont des aliments importés soit de la Hollande, de la France et disons aussi des pays comme la Turquie et sûrement de la Chine. Ces différents pays, ce sont des grands producteurs d'aliments, mais l'avantage qu'ils ont avec cet aliment, c'est que ces aliments sont performants et ont une bonne consistance en termes d'indice de consommation ou d'inversion alimentaire. Entre-temps, localement, vous avez des producteurs comme Discover Feed, Victory et sans oublier Secap qui sont des producteurs et sans aussi oublier Belgocam qui sont des producteurs en milieu local qui produisent aussi des aliments de poisson. Mais il y a une différence marquante qu'on a très souvent remarqué, c'est que les aliments qu'on produit localement n'ont pas une véritable performance en termes de consommation chez les poissons par rapport aux aliments importés. Qu'est-ce qui crée la différence? Qu'est-ce qui crée le détail au niveau de l'équilibre de la conversion alimentaire? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un poisson nourri avec un aliment importé et un poisson nourri avec un aliment local soient extrêmement différents en forme, en poids, en taille et en termes de couleur? Alors, cette vidéo aujourd'hui va vous présenter les différents pièges de l'aliment local et ce que vous ne comprenez pas et que vous ne connaissez pas sur cet aliment-là. Je vous parlerai de la différence entre l'aliment local et l'aliment importé. Je vous donnerai des raisons pour lesquelles l'aliment local n'est pas assez compétitif et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cet aliment soit extrêmement compétitif. Nous allons aussi pour cela vous présenter quelques aliments que nous avons dans la boutique Mac Equipment parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la boutique de Mac Equipment. Je vous reviens donc après le générique pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Bonjour, je m'appelle Marc Mboulé, comme je vous disais à l'entame. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence qu'il y a entre l'aliment importé et l'aliment local. Avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez vous abonner à ma page parce que ici, nous parlons d'investissement et de pisciculture et que vous puissiez aussi cliquer sur la cloche de notification afin que toutes les vidéos que nous allons faire ici puissent avoir une apparition, une notification assez performante dans votre téléphone afin que chaque fois, ces vidéos puissent avoir une constance en termes de regard. Alors, comme je vous expliquais dès le départ, nous allons faire une véritable différence entre l'aliment importé et l'aliment local. L'aliment importé, pourquoi est-ce que l'aliment importé est assez différent? L'aliment importé a cet avantage, c'est que lorsqu'on nourrit les poissons avec cet aliment, on a une coloration assez adéquate qui ressort, c'est-à-dire le poisson ressort sa véritable couleur. On a une performance de croissance qui caractérise un indice de consommation qui se trouve entre 0,6 et 1. Ce sont des performances vraiment absolues pour un pisciculteur. Vous avez aussi des performances en termes de rondeur, de poids, avec des capacités de pouvoir fabriquer des filets de poisson, de faire des parages, de faire de la transformation, parce que le poisson aura transformé cet aliment en chair. C'est pourquoi on parle souvent d'indice de consommation, parce que c'est la quantité d'aliments qui est consommée qu'on regarde pour produire 1 kg de chair de poisson. Entre-temps, notre aliment local que nous avons ici n'arrive pas à sortir ses performances. Pendant que l'aliment importé donne une production en 3-4 mois, l'aliment local, lui, il fait plutôt en 6 mois, 7 mois, voire 1 an. Ce qui n'est pas assez bon pour une personne qui veut faire de la pisciculture, une activité avec un aspect commercial. Et il y a aussi certaines personnes qui ne savent pas que l'aliment local ne peut pas donner un problème de ressort de la couleur véritable du poisson. Et l'aliment local n'a pas aussi l'avantage de pouvoir rendre le poisson assez costaud pour pouvoir faire des filets. C'est pour ça que quand une personne utilise l'aliment local, il y a trop de risques que le poisson ne puisse pas atteindre une certaine maturité, une certaine consistance en termes de vente. Donc, l'aliment local n'est pas assez adapté et compétitif sur le marché de la pisciculture commerciale. Pourquoi donc cette différence? Qu'est-ce qui manque à l'aliment local pour atteindre l'aliment importé? Lors de certains voyages que nous avons effectués, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des éléments essentiels dans l'aliment importé qui ne se trouvent pas dans l'aliment local. Ceci réside sur beaucoup de facteurs tels que les stabilisants,
les émulsifiants et d'autres additifs que je ne vais pas prendre la peine de citer ici. Si vous avez besoin de plus comprendre, de plus avoir des informations sur ces aspects-là, nous organisons une formation en pisciculture liée à l'alimentation des poissons à partir du 10 novembre, en fait, de 10 novembre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur la description. Il y a un lien d'inscription pour avoir accès à cette formation inédite d'un mois pour apprendre les techniques de production d'un aliment local vraiment performant. Alors, comme j'étais en train de vous dire, il y a des éléments qui manquent à l'aliment local et qui existent sur l'aliment importé, comme les stabilisants, les émulsifiants et d'autres additifs. Et il y a comme ça 5 éléments essentiels. Je vais donc me focaliser sur les stabilisants et les émulsifiants. Lorsque vous êtes en Afrique et que vous voulez produire un aliment local performant, vous devez savoir comment stabiliser l'ingrédient pour qu'il ne puisse pas perdre son taux de protéines du début à la fin. Imaginez des machines qui produisent de l'aliment flottant. L'aliment flottant qui est l'aliment par excellence pour le pisciculteur parce qu'il flotte. Étant donné que nous savons que quand l'aliment flotte, on a une facilité de gestion en termes de ressources et de coûts de production. Donc, un facteur important, c'est d'abord la flottaison. Maintenant, pour fabriquer un aliment local flottant, il faut utiliser ce qu'on appelle l'extrudeur. L'extrudeur, c'est cette machine qui est capable de transformer l'ingrédient dans sa base farine en granulés flottants. Et il y a à l'intérieur plusieurs chambres de production avec des températures qui ont des valeurs allant de 100 à 150, voire 200 degrés Celsius. Et dans certaines machines, ça arrive jusqu'à 300. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette température, la protéine n'est plus valable parce que la protéine se dénature à partir de 80 degrés Celsius. Comment se fait-il qu'un aliment importé vient avec des caractéristiques de 45% de taux de protéines brutes? Pourtant, on sait bien que la farine de poisson est à 60%. Et on sait qu'ils font cuire leur aliment à 100 degrés, voire 200 degrés Celsius. Comment la protéine ne s'est pas dénaturée? Comment la protéine a réussi à rester stable? Ça, c'est ce qui nous manque ici chez nous parce que nous n'avons pas donc cette capacité, nous n'avons pas des additifs qui nous permettent de pouvoir stabiliser les ingrédients. Du coup, quand nous, on prend notre farine de poisson et que nous mettons ça dans la machine, ça perd ses valeurs nutritives parce qu'il y a rupture de ce qu'on appelle la chaîne polypeptidique, donc la protéine. Donc la protéine vient à 38, parfois 40% de protéines, mais après ça revient, quand ça passe dans l'extrudeur, ça revient à 18. Or, vous devez savoir que quand c'est à 18, ça va faire 1 an pour que le poisson puisse avoir la taille marchande. Vous comprenez donc que rien qu'à cause de ce petit paramètre de stabilisation des ingrédients, on n'arrive pas à atteindre les performances de croissance, sachant que un poisson comme le silure a besoin minimum de 40% de taux de protéines pour garantir une taux de croissance en 4 mois. C'est pourquoi chez nous, le défi est grand. Il faudra donc travailler sur ces stabilisants afin que nos ingrédients soient stables et que nous puissions avoir à la fin de notre chaîne des aliments performants avec un taux de protéines élevé. La deuxième chose, c'est les émulsifiants. Pour pouvoir rendre un aliment flottant, il faut des émulsifiants, il faut la haute température et il faut de l'huile. Sauf que nous, on utilise encore des ingrédients pour rendre ça liant, pour rendre ça, pour rendre ça gélatineux, pour rendre ça émulsifiant. On utilise encore quoi? La farine de manioc, la farine de maïs, qui sont des liants, bien évidemment, mais qui ont aussi un poids. Du coup, ça ne favorise pas la flottaison. C'est pourquoi c'est très difficile, vous comprenez? C'est très difficile. L'avantage donc maintenant qu'il faut faire, l'avantage qu'il faut mettre en place, c'est quoi? C'est de prendre donc des émulsifiants qui existent déjà en Europe, qui sont déjà synthétisés en termes de molécules et pouvoir introduire dans notre alimentation, notre formulation, afin de produire un aliment de qualité. Ça, c'est 2 éléments essentiels. Je ne vais pas parler de tout, mais je vous fais déjà comprendre que avec ces 2 éléments essentiels, l'aliment local aura du mal à compétir face à l'aliment importé à cause de ces éléments-là. Il est donc important de pouvoir garantir ces éléments-là dans le processus de fabrication de l'aliment. C'est pourquoi nos aliments que nous mettons en place, ce sont des aliments qui, d'une certaine manière, répondent à ces besoins. Et je ne vais pas vous mentir, pour toutes les personnes qui vont vous dire qu'elles produisent des aliments, l'aliment local, la première chose déjà à remarquer, c'est de savoir quel est le taux de protéines brutes, quel est le taux d'énergie, quel est le taux de lipides et quelles sont les vitamines présentes dans cet aliment-là pour pouvoir garantir que le poisson puisse être
nourri avec un aliment de qualité. Et plus que tout, est-ce que le poisson va vomir l'aliment qu'il consomme? Il faut utiliser des éléments qui vont permettre au poisson de pouvoir bien digérer. Vous avez compris donc d'une manière essentielle les éléments qui nous manquent ici en Afrique pour pouvoir rendre notre aliment compétitif. Sauf que pour que nous puissions produire un aliment compétitif, un aliment qui a le riz, qui part à la hauteur de l'aliment importé, il va donc falloir que nous puissions prendre ces différents additifs-là et que nous puissions introduire ça dans notre aliment local afin de sortir un aliment qui peut répondre aux besoins des différents producteurs de poissons ici chez nous. Voilà quelques éléments, quelques pistes de solutions pour pouvoir faire en sorte que notre aliment local soit compétitif. Du coup, nous, chez Aquarègne Industrie, lorsque nous produisons de l'aliment, nous nous limitons uniquement à des tailles de finition. Parce que pour garantir les tailles de croissance et de démarrage, c'est très compliqué. Et il faudra tous ces éléments-là afin de pouvoir faire que l'aliment soit compétitif. Et donc, je vous laisse le temps de faire d'autres recherches, d'amplifier des connaissances dans ce sens et de pouvoir organiser votre projet comme il le faut. J'espère que la vidéo était claire. La vidéo a détaillé toutes les parties les plus importantes. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la description parce que dans la barre de description, il y a toutes les informations relatives à tout ce que j'ai eu à dire dans cette vidéo. Et je vous prie de pouvoir, une fois de plus, partager cette information afin que les différentes personnes ne puissent plus se tromper sur le choix de l'aliment de poisson. Je vous remercie.